Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le débat d'ici l'Europe sur le thème de l'espionnage. Les États-Unis ont été pris la main dans le sac en train d'espionner l'Europe à grande échelle à la suite des révélations de l'agent électron libre Edward Snowden. Pour protester, les Européens veulent créer des groupes de travail, des commissions d'enquête, mais sont-ils eux-mêmes exempts de tout reproche? Les États-Unis épluchent en tout cas les correspondances du vieux continent de certains pays plus que d'autres qui s'en émeuvent vraiment. Duel transatlantique tout de suite, en compagnie de Françoise Castex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne française, socialiste, comme le président François Hollande, et vous êtes d'ailleurs rapporteuse sur les questions de données personnelles au Parlement européen. Hélène Vassilina, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du think tank Conseil des experts. Vous êtes américaine, on va entendre un petit accent. Et on verra si vous vous réjouissez des ennuis de Barack Obama sur les questions d'espionnage. D'ailleurs, première question à toutes les deux, est-ce que vous pensez que cette affaire a déclenché une crise de confiance transatlantique ? Je crois que ça a déclenché une prise de conscience que les relations amicales entre l'Union européenne et les États-Unis ne sont pas exemptes d'arrière-pensée, puisqu'il est quand même nécessaire apparemment de faire de l'espionnage comme au bon vieux temps des relations d'espionnage, quoi. Voilà, on a de la guerre froide. De la guerre froide, j'allais dire, mais entre les États-Unis et la France, il n'y en a jamais eu. Écoutez, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui se passe entre alliés, je précise. L'Europe et les États-Unis sont des alliés depuis très longue date, depuis ça date bien avant, bien sûr, et que les États-Unis se présentent et aient ses capacités, les budgets, les moyens financiers et humains pour le faire, or que l'Europe n'a pas les mêmes moyens. Vous pourriez aussi vous dire qu'ils sont alliés aussi dans l'espionnage. Sur cette affaire Snowden, pour revenir à l'actualité, c'est les institutions européennes qui ont été surveillées, le moins de micros, les mails, chefs d'État et de gouvernement en conseil, etc. Ça ne s'appelle pas de la traque aux terroristes, ça, franchement, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE. Écoutez, encore, on parle de sécurité nationale. Vous savez très bien que c'est Barack Obama qui approuve ces politiques et les mesures qui sont entreprises. C'est sous son chef, c'est-à-dire le chef de l'État décide, c'est une décision politique, je rappelle, une décision souveraine. Donc c'est le président qui décide et j'aimerais bien qu'on voit aussi un peu plus de ce côté-là aussi de l'Europe. Est-ce qu'il y ait aussi des moyens, aussi des décisions qui sont prises aussi pour l'Europe, aussi de créer par exemple le bureau de renseignement européen par exemple. Puisque je sais qu'il y a un échange des données entre les Européens et les Américains, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté politique souveraine sur justement le règlement des décennies. On n'est pas assez efficace parce qu'on est à 27 en fait. Elle est en train de nous donner des leçons d'espionnage. C'est intéressant. Vous n'avez pas tort, mais vous savez que dans l'Union européenne, il y a certains domaines qui ont été transférés au niveau et d'autres non. Bon, il se trouve que la diplomatie européenne est assez balbutiement, avec maintenant la haut-commissaire, avec un service extérieur européen. Et donc, bien évidemment, pour la stratégie du renseignement et de la sécurité, c'est pareil. Nous en sommes tout à fait au début. Et il n'y a pas de défense commune, il n'y a pas... Voilà, il y a pour le moment des collaborations. Sans doute. Vous savez aussi qu'il y avait un cahier de Chaillot qui a été créé en 1998 sur justement est-ce qu'on devrait avoir des renseignements européens. Bon, on n'est pas à la hauteur, ça on a compris. On va expliquer surtout pourquoi à nos téléspectateurs. La NSA est au cœur de l'affaire Snowden. C'est une agence très particulière. Elle a mis sur pied un réseau de surveillance, notamment de Google, de Facebook, de Skype. Qui est cette agence? Comment opère-t-elle? Des éléments de réponse avec Vanessa Tsangatabi et Jed Baker. Fort Meade, près de Washington. Voici le siège de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine. Sa mission, la surveillance et la protection des communications. Comment opère-t-elle? Qui cible-t-elle? Le fonctionnement de cette agence reste un mystère. Certes, il y a les écoutes téléphoniques classiques. Mais l'affaire Snowden a permis de lever le voile sur les pratiques d'espionnage numérique de la NSA. Car l'interception et le décryptage d'informations passeraient essentiellement aujourd'hui par un programme informatique appelé PRISM.
Assis à mon bureau, j'avais le pouvoir légal de surveiller n'importe qui. Ça pouvait être vous, votre comptable, un juge fédéral et même le président si j'avais eu son adresse électronique. De l'espionnage à grande échelle, 600 millions de communications surveillées chaque jour. Beaucoup dénoncent une violation de la vie privée, car ce programme scanne toutes les données numériques, en passant notamment par Google, YouTube, Skype ou encore Facebook. La NSA se défend, Prism serait un outil essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Ces dernières années, les informations recueillies à partir de ces programmes ont permis de protéger nos alliés de menaces terroristes dans le monde entier et ont aidé à prévenir plus de 50 actes terroristes potentiels depuis le 11 septembre. Et les États-Unis espionneraient tout le monde, même leurs alliés. D'après l'hebdomadaire allemand Le Spiegel, la NSA aurait mis sur écoute les ambassades de France et d'Italie à Washington, ainsi que les bureaux de l'Union européenne aux Nations unies. C'est accepté par tous les services secrets du monde qu'un allié espionne un allié. Ça a toujours été comme ça depuis des siècles. Les Américains le font, les Anglais, les Français, les Allemands, le Japon, la Corée du Sud, Israël, tout le monde le fait. Dans quel but la NSA espionnerait-elle ses alliés? À des fins économiques, c'est ce que certains experts affirment. On a des preuves que les États-Unis se sont servis de la NSA pour faire de l'espionnage industriel, pour renforcer les entreprises américaines, ou alors pour espionner des délégations politiques de pays tiers, pour arriver à savoir quelles étaient leurs positions à l'occasion de certaines négociations. Malgré ces révélations, l'Union européenne négociera bien un accord de libre-échange avec les États-Unis. Alors, plusieurs thématiques qui sont développées, que nous allons reprendre une à une. Les Américains ont la force de frappe d'Internet avec les gros moteurs de recherche, Yahoo, Google, avec Skype, avec Facebook, sur lesquels ils s'appuient et ils maîtrisent parfaitement cet outil au niveau mondial. Donc, ils sont très en avance sur les Européens en matière d'espionnage. Nous, société démocratique ou pays démocratique, on y est tous sur ces supports, si vous voulez, des médias sociaux. On y est tous. C'est gratuit, en plus. Donc, c'est-à-dire, il y a une communauté ouverte dans des sociétés démocratiques ouvertes. Tandis que si vous voyez dans d'autres pays qui ne sont pas démocratiques, ils ont leur propre système, par exemple en Iran, il me semblait en Chine, ils ont leurs propres plateformes qui ne sont pas liées à nos plateformes médias sociaux. Donc il faut se demander aussi, est-ce que nous, on accepte aussi, est-ce qu'il y a une ligne entre la démocratie et la sécurité? Est-ce qu'on veut être des sociétés ouvertes, libres? Oui, il faut protéger les données privées, et il y a des instances pour cela, mais jusqu'à où peut-on aller? Si on peut espionner le moindre citoyen européen, vous qualifieriez M. Snowden de quoi? De chevalier blanc de la lutte pour le droit du citoyen à savoir s'il est suivi ou non? On parle de lanceur d'alerte en ce moment quand quelqu'un dénonce de telles pratiques. Mais moi, le fond du problème, c'est effectivement cette hégémonie américaine sur Internet et sur la collecte des données que cela suppose. Que ce soit Google, Amazon, Apple, voilà, tous ces géants du net sont états-uniens. Vous avez dit, en plus, c'est bien, ça fait circuler l'information, et en plus, c'est gratuit. Nous, on a l'habitude de dire que quand quelque chose est gratuit, ça veut dire que c'est vous la marchandise. C'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand nous sommes tous connectés sur Internet et nous faisons circuler des foules d'informations. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les informations, les données personnelles, les 17 points que l'on demande sur données passagers, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des nos comptes en banque, tout ce qu'on regarde, etc. Mais c'est aussi beaucoup d'informations, de pratiques. Et il n'y a pas de commission. En France, il y a la Commission nationale informatique et liberté pour vérifier qu'on ne fait pas du stockage justement sur les données personnelles. Là, ça n'existe pas au niveau européen. C'est un manque. Ça existe au niveau européen parce qu'il existe des commissions nationales informatique et liberté dans tous les États et qu'elles collaborent entre elles. Nationales, mais pas européennes. Non, mais elles collaborent et la législation que nous sommes en train de faire est justement d'encore plus unifier le contrôle par ces autorités nationales. Mais ce que je veux revenir sur le fond du problème de ce
que font ces grands géants du net. Ils collectent, mais ils traitent. Ils traitent la puissance informatique maintenant avec des algorithmes, des logiciels hyper puissants. Nous sommes tous fichés, vous dites en fait. Nous sommes fichés, mais c'est surtout que nous donnons par le traitement une photographie par exemple de l'opinion publique, de nous-mêmes. Il ne faut pas imaginer ces écoutes comme ça n'a pas l'air de vous choquer. Comme dans le film. C'est connu depuis très longtemps. Internet existe depuis les années 90. Enfin, maintenant, on se réveille et dit tiens, on a les informations sur nous. Mais il ne faut pas être naïf, vous dites. Non, mais attendez, passons quand même au chapitre. Pourquoi collecter toutes ces informations? Il y a une partie espionnage économique certaine, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a des grandes compétitions. Notamment, on a vu Airbus dans le ciel de ce reportage. Airbus-Boeing, c'est un bras de fer permanent pour gagner des marchés. Il y a l'industrie de l'armement aussi européenne et américaine. Il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc on voit qu'il y a une compétition féroce même entre les deux. En l'occurrence, soyons honnêtes, ce qu'on reproche à Barack Obama, c'est de faire surtout de l'espionnage industriel dans cette affaire. Écoutez, c'est maintenant, comme j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, nous n'allons pas avoir des guerres militaires, nous allons avoir des guerres économiques. Et ce premier pas, je trouve que c'est quand même par une coïncidence qu'on arrive là à sortir ces révélations juste avant la signature ou l'avancement sur cet accord de libre-échange transatlantique. N'est-ce pas une coïncidence? Il y a deux enjeux. Coïncidence, mais précisément, est-ce qu'on a intérêt à le signer cet accord alors qu'on sait maintenant que les Américains écoutent tout, ont bugué le Conseil européen? Mais il n'y a pas de croissance nulle part en Europe et que aux États-Unis. Des négociations avant même que les autres arrivent à la table, avant que leurs homologues européens. Oui, non, mais c'est ce qui a créé la crise de confiance et c'est la raison pour laquelle les socialistes européens, nous avons demandé que ces négociations soient suspendues le temps que l'on fasse une enquête sérieuse. Mais dans quel intérêt économique pour la France, pour l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis? Entre partenaires, il faut qu'il y ait des relations de confiance. Mais il y a des relations de confiance depuis des années. On est dans l'OTAN ensemble. Il y a des relations de confiance. Je voudrais revenir quand même au fond de ce problème de la valeur que représentent les données personnelles. Il n'y a pas que la lutte contre le terrorisme, il y a certes de l'espionnage industriel, mais vous le savez bien, puisque vous êtes américaine, les données personnelles des citoyens européens sont évaluées par le Boston Consulting Group, à l'heure actuelle, 332 milliards d'euros, comme la valeur que représente, la valeur marchande que représentent les données personnelles. Et à l'horizon 2020, cette valeur serait estimée à 1000 milliards une banque de données, vous dites mondiale, qui est aussi intéressante. Voilà, donc c'est une richesse, c'est l'or noir du XXIe siècle. Vous avez commencé à mentionner le fait que les Européens, par mesure de rétorsion, avaient tenté, alors la France en particulier, de reculer l'ouverture des négociations qui auront lieu le 8 juillet. Lundi prochain, on redémarre avec Karel de Gucht et les Américains. Est-ce que ça, c'était la bonne tactique? Est-ce qu'il faut lier les deux dossiers? Non, ce n'est pas la bonne tactique. Attendez, il n'y a pas de croissance en France et en Europe en général. Nous sommes des économies matures. Nous arrivons à un stade, c'est-à-dire la première stade d'intégration économique, qui est cet libre-échange. Ensuite, on va vers plusieurs étapes, arriver à ce qu'on voit maintenant en Europe, on y est presque, avec l'intégration politique. Donc ça passe par 6 étapes pour intégrer. Donc on commence juste à ouvrir nos économies matures, qui n'ont plus de croissance ou presque. Les États-Unis commencent à avancer. Donc il faut pas lier les deux dossiers, vous trouvez qu'ils ne sont pas liés? Vous savez, madame, est-ce que vous pensez que les citoyens européens croient à ce discours de dire, écoutez, soyez pas très regardants sur ce que l'on fait de vos données, de votre vie privée, de la démocratie, parce que voilà, il y a quand même des intérêts économiques majeurs, donc ne soyez pas trop regardants. Madame, ça se passe en France aussi. Vous savez très bien qu'il y a des services d'espionnage et les renseignements français qui font la même chose. Mais bien sûr qu'il y a des services d'espionnage. Dans chaque pays, c'est pareil. Mais vous dites que c'est équivalent, la DGSE, elle regarde tout autant, alors pourquoi
pourquoi nous donner des leçons, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, Oui, chaque pays a ses propres services de renseignement. On n'a pas Google, on n'a pas cette masse, cette avancée. C'est sûr que vous avez une avancée technologique. Mais alors pourquoi les Européens ne créent pas des moteurs de recherche pareils alors? Oui, non, mais vous avez une avance. Donc, oui, depuis les années 90, ça existe. Mais c'est pas une raison, parce que maintenant, il y a un monopole Google, que Google peut se permettre d'être au-dessus des lois, au-dessus des États. Mais que les Européens créent aussi un moteur de recherche européen. Alors à ce moment-là, à 27, vous êtes plus fort. À 500 millions d'habitants, vous avez plus de puissance que 317 millions aux États-Unis. Oui, mais alors, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Pour conclure, que Google soit au-dessus des États. Moi, je trouve que dans un monde démocratique, une entreprise qui a un monopole mondial de cette force et qui n'est contrôlée par personne, qui ne rend des comptes par personne et qui ne paie des impôts nulle part, non, ça, c'est pas vrai. Qui utilise... On peut regarder les entreprises françaises aussi. Qui utilisent les données qui passent à travers elles. Pour conclure, un mot de conclusion quand même. À Berlin, le 3 juillet, les Européens se sont mis d'accord pour demander qu'il y ait un groupe de travail. Et vous-même, au Parlement européen, vous avez demandé une commission d'enquête. C'est des gesticulations, ça va aboutir à quelque chose? Non, ce n'est pas uniquement des gesticulations. Une commission d'enquête parlementaire, il y en a déjà eu. Et il y en a déjà eu pour Échelon. qui est aussi un centre d'écoute aux États-Unis. Les années 80. Il y en a eu quand la CIA a survolé le territoire pour les prisons secrètes de la CIA. Voilà, pour les prisons secrètes de la CIA. Et ça a donné des résultats, donc il va y avoir... ça n'a pas l'air d'inquiéter les Américains, outre mesure. Écoutez, il faut avoir les mêmes moyens, des moyens financiers et humains. On compare le nombre de satellites qu'il y a là, les États-Unis et puis l'Europe, et puis on voit très bien qu'il y a il y a un gap. En fait. Merci à vous très bien d'avoir illustré ce débat transatlantique. Vous restez avec nous pour la seconde partie de ce programme où nous allons vous proposer un duel franco-allemand cette fois-ci avec de grands invités prestigieux, ministres des Affaires européennes de France et d'Allemagne. Où en sont les relations Paris-Berlin après quelques malentendus et en amont des élections allemandes? Réponse avec nous juste après la pause.